Richard Olinsky, bonjour, bonjour, soyez Bonjour. le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je sais que vous êtes extrêmement pris et souvent à l'étranger, souvent entre deux avions. En tout cas, merci de me consacrer quelques-unes de vos minutes. Alors, je voudrais commencer par un de vos maîtres, une citation d'un de vos maîtres, qui est Andy Warhol. Un jour, on posait la question à Andy Warhol, on lui demandait qui il était, et voilà ce qu'il répondit. Je le cite: Si vous voulez tout savoir sur moi, vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà, il n'y a rien en dessous. Richard Olinsky, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous Alors je définir? suis comme Andy Warhol, hein, moi il n'y a qu'à regarder. Moi j'ai tout calqué, je me suis tout inspiré, j'ai tout copié. Non, c'est une question très intéressante. Après, c'est vrai qu'il a répondu de manière assez habile et assez maligne Oui, finalement, parce qu'en réalité il a un peu botté en touche quelque part avec sa c'est ça. manière de dire vous avez qu'à regarder ce qu'il y a, vous regardez, ben, vous avez compris qui je suis. Mais ce qui n'est pas faux en soi, parce que quelque part c'est vrai que quand on regarde le travail d'un artiste, ou voilà, bon, moi, ce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a les sculptures, après je fais beaucoup d'autres choses, je fais de la musique, je fais du théâtre, je fais beaucoup d'activités artistiques. Donc plus on voit de choses, et plus on voit, on va dire, de flèches à cet arc, plus on se rend compte de la personnalité de la personne, forcément. Et c'est, voilà. Après, si je devais me définir, moi je suis beaucoup moins prétentieux. Richard Olinsky, c'est juste quelqu'un qui est un artiste, mais comme tout le monde. Pour moi, tout le monde, à partir du moment où l'être humain est un artiste, chaque être humain est un artiste finalement, parce que chaque être humain a une sensibilité et la capacité de créer. Lorsqu'on est enfant, qu'on a la maternelle, on dessine des choses, etc. C'est une œuvre artistique. Oui. Après, de dire c'est un vrai artiste ou artiste, pour moi, ça n'existe pas. On est tous des artistes. Après, on développe certains talents, on exacerbe certaines profondeurs, certaines sensibilités, mais on est tous des artistes pour moi. Ça, c'est déjà la base. Donc, voilà. Et puis en ce qui me concerne, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, je me définis comme quelqu'un qui n'est pas dans une niche, qui n'est pas pointu, qui veut être quelqu'un de plutôt mainstream. Et en fait, ma qualité, si j'en ai une, c'est de voir à travers les yeux, ou d'aimer à travers mes yeux, au travers de mon cœur, ce que vont aimer le plus grand nombre de personnes. Donc je vais être assez finalement ordinaire, et donc aimer ce que beaucoup aiment. Quand je fais quelque chose, et ben, finalement j'ai la chance que, pourquoi ça fonctionne aussi, c'est parce que ce que j'aime, eh bien beaucoup de gens vont l'aimer. Quand j'écoute de la musique, c'est de la musique qui peut être plus commerciale, plus populaire, et donc dans tout ce que je fais, je suis populaire, mais parce que je suis comme ça finalement, et j'aime les gens, j'aime effectivement être près des gens. Je suis monté sur scène pendant ces 3 dernières années, j'ai fait l'Olympia, j'ai surtout été en province, faire une tournée incroyable à la rencontre de mon public, et il y a eu des échanges tellement incroyables avec monsieur et madame tout le monde, et c'est ça qui m'anime. Et j'ai cette base de fans et de gens qui me suivent, pas finalement pour la sculpture, pas pour la musique, pour juste ce qu'est Richard Olinsky. Donc la question est intéressante, c'est parce que je donne beaucoup. J'ai fait pendant le premier confinement, 55 lives, où j'ai réuni des communautés qui sont devenues aujourd'hui des amis, des gens qui se voient. Moi, je ne les ai pas vraiment vus, mais des gens qui sont partis en vacances ensemble. Il y avait à chaque fin d'interview, il y avait un policier qui faisait sa chronique. C'était que contrairement à mes amis, on va dire un peu people et vedettes, qui s'invitaient les uns les autres dans les lives. Moi, je prenais que monsieur et madame tout le monde, j'avais l'infirmière, et donc on avait tout un tas de gens, et finalement des aficionados. J'ai quand même réussi à réunir presque 10 000, entre 10 et 15 000 personnes par jour. Et je donnais la parole à chaque fois aux gens, on parlait de choses et d'autres, comment était leur vie pendant le Covid. Et puis, alors j'ai fait aussi un coup de pouce avec des artistes, parce que on a fait une activité, on a soutenu les hôpitaux niçois typiquement, Oui, et donc j'ai donné la parole, enfin en tout cas un lieu d'expression dans une galerie sur Nice, avec des artistes qui n'avaient pas de galerie, et une vingtaine d'artistes qui ont exposé grâce à cette... Voilà, on a fait plein de choses. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est l'échange, c'est de pouvoir diffuser, de transmettre. Enfin, voilà, c'est cette espèce d'humanité, de transmission, voilà, un truc un peu populaire. Donc quand on me dit moi je suis artiste populaire, finalement ça me va très bien, hein. Pour moi, il y a un bon sens. Après, ça plaît pas à tout le monde, bien évidemment. oui, c'est intéressant ce que vous dites. Je rebondis juste sur un point. Les œuvres, vos œuvres, les créez-vous pour faire plaisir aux gens, parce que vous aimez les gens, ou ils vous aiment parce que Non, vous êtes humaniste, hein, oui, oui, non, mais je c'est- l'ai créé en réalité je l'ai créé pour personne, je l'ai créé parce que c'est comme ça que ça m'inspire, mais finalement, effectivement, il y a une lecture immédiate, une lisibilité immédiate, une émotion immédiate, ce qui fait que ça séduit les enfants de 2 ans aux personnes, voilà, il y a tous les âges, c'est transgénérationnel, on n'a pas besoin d'avoir c'est un truc d'étude d'art pour comprendre, donc c'est ce que les gens me disent, et que
partout où je vais dans le monde entier, on me dit bah oui, toi, l'art, ce que tu fais, ou c'est accessible. Et ce côté accessible, ça touche tout de suite les gens. Et après, ça peut être négatif, hein, ça peut pas forcément positif. Mais en tout cas, il y a une émotion, il se passe quelque chose. Quand on voit que les petites 2 ans, ils nourrissent les animaux, les sculptures, etc., c'est quand même assez drôle. Voilà, donc il y a vraiment une interaction qui se passe avec les œuvres, et c'est ça que j'ai cherché. Donc j'ai cherché à faire des choses qui moi me semblaient sympas, ou qui avaient des raisons pour les créer, mais en tout cas il y avait un côté vivant. Alors le problème, c'est que moi j'adore ce qui est vivant, la sculpture malheureusement c'est pas vivant. Oui, on va en reparler. Donc il faut essayer de faire vivre, elles ont les gailes ouvertes, il y a toujours des choses qui font penser à la vie. Moi, ce qui est intéressant, Platon, vous savez, Platon, ce grand philosophe de l'Antiquité, n'aimait pas du tout les artistes. Il n'aimait pas les artistes pour la simple et bonne raison qu'il disait que l'artiste nous détourne de la réalité. Il nous fait fuir le réel. Richard Orlinski, vous êtes un grand artiste. Vous détournez-vous du réel? Est-ce que vos œuvres, dont on va parler tout à l'heure, vos sculptures, détournent-elles le spectateur de la réalité? Alors, moi, elle ne détourne pas le spectateur de la réalité, mais par contre, moi, effectivement, je réinterprète les œuvres, à mon image, pas mon image, mais comment j'ai envie de les interpréter. Typiquement, si vous regardez sur Google Images un crocodile aujourd'hui, eh bien, il n'a pas du tout la tête ou la forme de ce que j'ai. Parce qu'en fait, un crocodile, en réalité, on pense que c'est une grande gueule, etc. En fait, un crocodile, par rapport à son corps, c'est une toute petite gueule et un très grand corps avec une longue queue. Moi, je respecte le nombre d'or, j'ai donc 33% la gueule, 33% le corps, 33% la queue, ce qui fait que c'est quelque chose de beaucoup plus homogène. Typiquement, je prends la panthère. Quand on prend la panthère, on dit, bon, on m'a dit, on peut faire une panthère, c'est un chat finalement, c'est un grand corps avec une toute petite tête. C'est pas très esthétique en vrai. Donc moi, ma panthère, je vais lui donner une tête 4 fois plus grosse, donc je vais rééquilibrer ce que la nature a fait, donc qui moi, je la corrige en fait, mais je la corrige, je dis pas que la nature était mal faite, mais je la corrige avec mon regard, avec mon besoin d'esthétisme, je suis un esthète, d'esthétisme, de sensualité, donc voilà, je cherche, les animaux chez moi sont asexués, donc parce que j'ai un public d'enfants de 2 ans, 3 ans, donc je voyais très difficilement, etc. Donc ça parle vraiment à tout le monde, donc au contraire, je vais essayer de séduire le plus grand nombre, de parler au plus grand nombre, de ne pas être trash, d'être volontairement avoir cet échange, etc. et pouvoir être accessible à tous, vraiment l'art pour tous, c'est vraiment ça. Peut-être c'est un autre de vos questions, mais c'est ça qui me touche vraiment, c'est effectivement de parler au plus grand nombre. Donc détourner, oui, c'est une forme de détournement, mais c'est pas un détournement pour détourner l'humain de la réalité, c'est un détournement justement pour au contraire transcender quelque chose ou faire ressentir quelque chose, au contraire, que peut-être les gens ne l'ont pas, ce sentiment face à autre chose. Sinon, pourquoi des sculpteurs, pourquoi des... Enfin, voilà, c'est ça. Et vous rapprochez-vous de la nature en sculptant les animaux? Je pense pas que je me rapproche particulièrement de la nature, je suis proche de la nature, je suis connecté à la nature. On fait des expériences d'ailleurs, parce que moi j'ai déjà mis récemment, on était au Mexique dans une réserve qui défend et protège les animaux qui sont maltraités, notamment c'est beaucoup de félins, il y a beaucoup de tigres, de lions, etc. Et on a fait une expérience, on a mis des sculptures au milieu des félins, et on avait l'expérience assez drôle. Et les félins ont peur des sculptures, c'est quand même incroyable. Ils attaquent par derrière, enfin, on a filmé ça, c'est juste des expériences qui sont très très marrantes. Génial, très étonnantes. Pas plus tard ce matin, mon photographe qui est là, on a mis une panthère dans la rue, il a pris des photos, il y avait un chien, il n'osait pas, il tourne autour, il aboyait, il n'osait pas, il avait peur de la sculpture, c'est assez marrant. Ouais. Il se passe des choses. Elle est morte, elle n'est pas vivante, enfin disons, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous venez de dire elle est morte, elle n'est pas vivante, d'accord? Tout à l'heure, au début de l'interview, vous disiez que vous aimiez ce qui est vivant. Or, la sculpture, n'est-ce pas figée dans l'espace, en mouvement, c'est-à-dire l'arrêter? Comme toutes les œuvres d'art, j'ai envie de dire, pas figée par une peinture, oui, comme toutes les œuvres d'art, comme tous les artistes qui se respectent, à part ceux qui font des installations éphémères, qui bougent, etc. Mais sinon, à part ça, c'est quand même figé, quoi. Donc, et moi, justement, l'idée, à part faire du 3D et projeter sur un écran, c'est compliqué de faire vivre une sculpture qui marche dans la rue, ça va être compliqué. Bien que ça peut arriver un jour avec la technologie, parce que là, j'ai fait un robot, d'ailleurs, une de mes sculptures, je l'ai fait en robot pour un de mes shows musicales, et effectivement, j'ai articulé quelque chose, mais moi, j'ai articulé ça de manière, bon, il y a les bras qui bougent et ça s'arrête là, mais réellement de faire, je pense, des sculptures effectivement qui seraient animées, ça va être très marrant, qui suivent, comme un peu dans iRobot, tout ce genre de films, ça va être génial. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour, les moyens non plus, donc effectivement, j'essaye à ma manière de faire vivre ces sculptures, notamment elles ont toute la bouche ouverte, elles crient quelque chose, donc c'est la vie, la bouche ouverte c'est parler, c'est la vie. Elles ont dans des positions parfois quand même d'attaque, de course, la panthère, d'un côté, elle est en train de presque prête à bondir, de l'autre côté, on dirait qu'elle avance. J'essaie de beaucoup jouer avec la vie, de donner un côté de mouvement, de vitesse.
J'ai même étudié à un moment les skulls, donc il y a comme des têtes de mort, ça compte à la mort. Et ben moi, mon skull que j'ai fait, alors celui-là, c'est pas celui qui est ici, c'est autre chose, c'est une réinterprétation d'un skull inca. Mais mon premier skull que j'ai fait, il avait une déformation à cause de la vitesse, avec des traînées comme si ce skull vivait. Donc je veux toujours moi, de quelque chose de pas vivant, je donnais de la vie à tout. Je donnais de la vie à la mort, quoi, quelque part. Voilà. Ça c'est marrant, mais. Donner de la vie à la mort. J'en reparlerai tout à l'heure de la mort, mais une question par la suite. Je voudrais revenir sur, qui plus est, la philosophie avec Nietzsche. Nietzsche qui a écrit un ouvrage, son premier livre, L'origine de la tragédie. Il développe la thèse suivante. Il dit que l'art est divisé en deux grandes parties. La partie, le courant apollinien, donc qui se rattache à Apollon, et le courant dionysiaque qui se rapproche donc à Dionysos. Dionysos, bien sûr, qui est le dieu de la démesure, et Apollon, qui est le dieu de la mesure. Richard Linsky, de quel côté vous situez-vous? Dionysos ou Apollon? J'aime bien la démesure, moi. C'est génial, parce que quand on voit vos sculptures, vos œuvres, vous êtes dans une certaine démesure, tout en étant... c'est ce qui fait votre... Oui, j'essaie de... Ouais. Je fédère autour de mes inspirations, effectivement, et la démesure et la mesure finalement. Le côté fou et le côté raisonnable, le côté accessible et le côté inaccessible, c'est assez étonnant d'arriver à faire cohabiter finalement, donc on pourrait prendre une partie. Moi j'essaie de prendre un peu partout en fait. C'est comme quand je travaille toujours en équipe. Alors, les gens me disent, mais moi je me dis que 10 cerveaux c'est mieux qu'un seul cerveau, quoi. Alors qu'il y en a qui veulent rester maîtres et penser que tout le monde a faux, etc. Avoir une espèce pas d'hégémonie, mais une espèce de dictature sur l'artistique. Et moi typiquement, je suis plutôt à travailler en équipe, à faire du brainstorming, même sur la création, mais j'essaie de créer en équipe. Après, oui, j'ai envie de dire, j'ai peut-être le final cut, on va dire, mais sinon sur le principe, j'aime beaucoup aussi me servir souvent des fans. Moi, parfois sur les réseaux, puisque j'ai une certaine existence sur les réseaux, et bien j'ai des conseils, des fans me disent, vous devriez faire ça, et parfois j'écoute ce qu'ils me disent, c'est intéressant d'écouter ce que dit, d'écouter son public, c'est très intéressant, parce que typiquement je fais de l'art accessible avec mon e-shop, et là il me disait, oui, alors on fait toujours la même couleur, peut-être ça vaudrait le coup de changer. Je disais, bah oui, effectivement, je pensais que ça vous plairait, certaines couleurs qui plaisaient plus, donc ça je peux pas savoir, parce que non plus, j'ai pas la science infuse, et donc du coup d'avoir des cerveaux en plus pour m'aiguiller et aller dans le bon sens, je trouve que c'est très bien. Et moi je me sers beaucoup, je me réinvente chaque jour en fait, et j'apprends beaucoup de ce qui se passe, des informations, je suis très alerte à toutes les informations. Vous captez toutes les informations. Exactement, les informations et les ondes positives et négatives malheureusement, parce que si on aspire tout. C'est sûr. On donc pour vous seriez dans cet équilibre, mesure et démesure. Complètement. D'accord. Ouais. C'est simplement en plus. Hein. Je suis dans la démesure dans le sens et puis assez mesuré finalement. Les artistes sont un peu fous, extrémistes, etc. Mais moi j'ai cette folie de création, mais quelque part très terre à terre, très mesuré, très terre à terre, ce qui me permet de passer d'un métier à l'autre, d'un média à l'autre, sinon je pourrais pas. Donc il faut avoir, tu peux pas être chef d'entreprise et faire de la musique, faire du cinéma, faire du théâtre, créer des sculptures, développer des concepts dans le design. Quand tu sors de scène, moi quand je sors de scène, j'ai toute mon autre vie qui me rattrape tout de suite. Un acteur à part entière traditionnel, surtout mes potes que je vois qui sont dans le métier, ils sont concentrés dans leur truc pendant des heures, ils réfléchissent au lendemain, ils vont juste se concentrent, ils sont mono-action, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont ces très très grandes pics d'adrénaline et ces grosses redescentes qui sont terribles. Moi j'ai pas ça, on me dit, tu vas voir la redescente, mais moi je suis tellement happé par ma vie d'un quart d'heure après mon show que j'ai ce petit truc qui va durer, mais moi tout de suite j'ai tout le reste qui se remet en charge, et donc je zappe c'est très drôle, je zappe cette étape en fait qui est très physiologique finalement, je l'ai pas, donc, je ne vis pas donc, la scène comme les autres en fait. Voilà. Est-ce que vous arrivez à vivre le moment présent? Parce que dans tout ce que vous faites, vous dites, voyez, je vais pas ce taux après comme vos potes, les artistes, et ça. Est-ce que vous arrivez à vivre cet instant, en tout cas à tenter de vivre cet instant? J'y travaille beaucoup. Oui. C'était mon vrai problème, ça de vivre l'instant présent, c'est à ce moment qu'on est heureux. Donc aujourd'hui, moi j'ai toujours plutôt je vis dans le futur. J'ai passé la plupart de ma vie dans le futur. Aujourd'hui, grâce d'ailleurs à la scène, dans la scène ça ne pardonne pas. Si on n'est pas dans le présent, c'est mort. Donc la scène, il n'y a pas de choix. Quand on joue, on est dans l'instant présent. Donc c'est déjà, en tout cas, une parenthèse. On joue 1h30 sur scène, 1 heure, 2 heures, peu importe. Quoi qu'il arrive, là, on est dans le présent. Ça, c'est déjà un moment de sa vie où on est dans le présent. Et j'essaye de travailler sur moi, pour effectivement être le maximum dans le présent, parce que finalement, c'est pas tellement pour le reste. Ce qui me gêne, c'est que je vis des événements incroyables et on n'en profite même pas quand on est dans le futur. Parce qu'on est déjà. J'ai vécu des trucs incroyables, j'ai joué dans les plus grosses salles, 200 000 personnes, j'ai fait des trucs incroyables, que beaucoup de gens rêvent, même des rencontres où j'en ai rêvé, ou des trucs qui me sont arrivés. Je me suis retrouvé
le jour de l'élection du président avec le président, Vous étiez- etc. ouais, c'est ça. Des choses qui sont quand même un peu historiques, des moments historiques, et finalement, moi, j'en profite pas parce que je suis déjà, ok, super, et puis je suis déjà à autre chose. J'ai fait l'Olympia, c'est quand même pas mal, je viens de commencer, 2 ans, je fais une salle Olympia, bon. Mais j'en prends la mesure et je travaille sur moi-même et de me recentrer, de me dire, attends, viens, reste un peu sur l'instant et tu passeras après. Mais bon, je le fais, mais avec mes moyens. Vous regrettez parfois de ne pas vivre ce côté. Est-ce que les J'ai pas le sculptures temps pour figées dans le regretter, en temps fait. ne vous permettent pas cette conception de la temporalité? Qui dit, ben voilà, on est figé dans le temps, là, ma sculpture se fige. Est-ce que vais-je avoir prendre le temps, en tout cas, de la contempler et finalement de vivre avec elle? C'est assez compliqué pour moi. Par contre, ce qui est exact, c'est que typiquement, quand j'ai des nouvelles créations, j'aime bien voir mes nouvelles créations, je vis avec, elles sont avec moi, puis après j'en ai marre, elles disparaissent. Et puis c'est sympa parfois de les retrouver quelques années après aussi, et puis je dis, ah, c'est quand même pas mal. Et puis de avoir un échange avec les sculptures. Après, bon, moi j'ai pas, effectivement, je suis pas. Non, vivre, prendre le temps, je prends peu le temps, pour être tout à Ouais, fait honnête. ouais. Voilà. Moi, ce qui me fascine, j'ai écouté et lu plusieurs de vos interviews. Nous en parlions un tout petit peu avant. Vous avez une peur pour la mort. Ouais, absolument. La peur pour la mort, vous savez que c'est la seule certitude que vous et moi avons, que l'humanité a, c'est que nous savons que nous La allons finalité. mourir. Donc, C'est la seule certitude. On ne sait même pas si Dieu existe ou pas. La seule Nietzsche a certitude. dit qu'il était mort. Nietzsche a dit qu'il était mort et peut-être Dieu lui a dit qu'il était vivant, je ne sais Hein. pas. Mais cette certitude qui nous rassemble, que nous savons que nous allons mourir, la sculpture, en tant qu'artiste, est-ce que tout ce que vous faites, la musique, la comédie, la sculpture, ce n'est pas un certain échappatoire Complètement. pour se repousser le Ah, plus bah, loin possible de la mort? c'est en fait, c'est-à-dire que c'est une forme d'échappatoire, c'est une fuite en avant. C'est en fait une manière, effectivement, j'ai l'impression que moi, dans le laps de temps qui m'est donné, il faut que j'en fasse un maximum de choses. Donc, quelque part, c'est un challenge que je me mets aussi en tête, de dire que ce que les autres font en 10 ans, moi, il faut que je le fasse en 1 an. Enfin, c'est tout un tas d'espèces de mécaniques que j'ai mis en place. Et en même temps, effectivement, c'est une fuite, je suis d'accord, et c'est effectivement un échappatoire, mais c'est aussi quelque part d'assez. J'en prends comme du plaisir dans tout ça, parce que quelque part, de faire tout ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Moi, je vois des gens qui à un certain âge, ils arrêtent leur activité, ils se mettent à. Moi, je vois pas comment aujourd'hui, à quel moment je pourrais arrêter. Je pense que j'arrêtais le jour où je mourrais, quoi. Voilà. Donc, et ça, quand même, c'est très rassurant. C'est que d'un côté, de cette création tout le temps perpétuelle, et j'ai 20 000 projets, etc. Je pense quand même que c'est une chance, quelque part, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui vit avec ces peurs-là, même si je les ai un peu, j'essaie de les écarter un peu, c'est quand même une chance de pouvoir se rendre compte d'avoir la chance de faire toutes ces choses-là, parce que quelque part, alors je sais pas que ça meuble, mais en tout cas, ça me donne, c'est une espèce de réalisation, une espèce de, il se passe quelque chose, en tout cas, je sais pas comment le définir, parce que d'abord, jamais cherché à le définir, mais il se passe quelque chose, et je suis assez connecté finalement avec la vie, je suis assez connecté avec moi-même, et j'essaie et même dans ce que je peux laisser, ou la transmission, etc., là aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à ce que je développe, ce que je fais partager quand je fais des livres. Je ne sais pas si vous avez lu mon livre, mais Si, pourquoi j'ai cassé les codes. Mais, je en transmets 2017, oui, pourquoi j'ai cassé les codes, Voilà. Chez Michel Lafon. Lafon, absolument. Je transmets beaucoup Oui. dans ce livre. Moi, sur votre livre, c'est intéressant parce que vous avez cette démocratiser l'art. Vous voulez démocratiser l'art, vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez rendre l'art accessible. Pourquoi? L'art fait-il peur ou l'art a-t-il fait peur? Pourquoi voulez-vous casser les codes? Et de quel code parlez-vous? Pourquoi je cassais les codes? Déjà, j'explique, c'est que je ne l'ai pas cassé parce que par envie, j'ai cassé parce que je n'ai pas le choix. Quand j'ai débarqué dans ce monde-là, personne ne m'y attendait. Et en gros, si vous ne vous débrouillez pas avec un perce-tunnel à faire votre place, personne ne vous attend, à moins d'avoir été coopté ou suivi un cursus bien particulier, etc. Pourquoi je dérange beaucoup? C'est parce que j'ai ni suivi aucun cursus et puis je me suis mis à ma place tout seul. Ça dérange. L'intelligentsia bien pensante parisienne, je la choque un petit peu, bien que je sois très proche de la France et à part les autres pays, mais de la France en tout cas hors Paris, et même de certaines franges de Paris. Mais du coup, ça dérange énormément. Donc, c'était quoi le début de votre question? J'ai zappé là. On parlait de quoi? Non, de votre livre, de casser les codes. Oui, pourquoi j'ai cassé? Oui, j'ai cassé les codes parce que, j'avais pas le choix, et puis effectivement, rendre l'art accessible, ma volonté est effectivement que, moi j'ai plein de gens qui me disaient par exemple, la dernière fois, il y a
quelques années comme ça un garde du corps qui me disait alors, j'ai été dans une galerie, comme j'étais pas habillé comme ça, on m'a pas accueilli, on m'a conduit, etc. Alors que là, c'est pour tous, il y a pas de... Donc nous, les portes des galeries sont ouvertes, on met des sculptures gratuites sur les flancs des montagnes, dans les stations balnéaires. Donc nous, on apporte l'art au musée, on apporte le musée aux spectateurs gratuitement. Donc ce côté accessible déjà, pour moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir fait des études pour comprendre ce que c'est là. Quand on s'émerveille devant quelque chose, et ben, n'importe qui peut le faire, je veux dire. L'art commence par l'émerveillement pour vous. Oui, l'émotion. L'émotion, c'est pas la même chose que l'émerveillement. Socrate dit que la sagesse commence par l'émerveillement. Vous dites. Moi, c'est plus l'émotion. L'émotion, comment définissez-vous l'émotion? C'est tout simplement une émotion qui peut être positive ou négative, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que la différence entre quelqu'un qui va passer devant un mur et puis quelqu'un qui va passer devant quelque chose et qui va s'arrêter. C'est qui va attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Alors moi, j'ai des couleurs vives, j'ai des choses. Les enfants, j'avais une sculpture crocodile qui était devant une école maternelle, et un jour dans un magasin, la personne l'a enlevé, les enfants sont rentrés, ils disent mais il est où? C'est l'habitude de voir le crocodile. J'ai un pote qui avait un petit loup qui avait un enfant de 2 ans, pareil, il l'a amené en réparation, il a l'habitude de lui donner à manger. Enfin, il se passe des choses, quoi. Il se passe plein de choses. Donc l'émotion, je pense que c'est important, cette lisibilité aussi immédiate qui est importante et qui est différente. Après, voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai. Et puis, le fait aussi de vendre des choses pas chères, ça ne plaît pas non plus, parce que quelque part, l'art est réservé. L'art a-t-il un prix? Non, je ne pense pas qu'il y ait un prix. Il y a le prix. Moi, en tout cas, mon art, il a le prix de la main-d'œuvre, de la matière. Enfin, il y a une cohérence par une réalité économique, tout simplement. Mais je veux dire, après, l'art, il n'y a pas forcément de prix. Quand on voit aujourd'hui. On va parler de ce qu'on voit parfois à la FIAC ou dans d'autres grands houses de l'art contemporain, il y a des choses qui peuvent être très surprenantes et que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais là, je comprends qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quand on voit un pic, une épée en métal et un citron en décomposition, bon, ok, ça peut être... Moi, j'ai rien contre ça, mais je comprends que des gens ne puissent pas comprendre. Ça vous interroge, vous? Ça? Oui. Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce que j'adore quand je vais dans ces salons, il y a des choses qui m'intéressent, mais sinon, je me dis, là, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Parce qu'il y a quand même une espèce de... excusez-moi du mot, de masturbation intellectuelle autour de certains trucs. Alors que je suis pas dans la critique du tout, parce que moi je suis rejeté de ce milieu, et j'ai envie de dire c'est mon fonds de commerce aujourd'hui, je serais peut-être même embêté d'être adoubé par ce milieu. Je suis quand même reconnu par le ministère de la Culture, j'ai reçu récemment, je suis officier des arts et des lettres, mais voilà, donc c'est complètement... c'est vraiment incroyable, il y a une espèce de déséquilibre dans tout ça, mais bon, peu importe. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est vraiment de pouvoir vraiment donner de l'émotion aux gens, de leur donner du plaisir. Et puis là, ce que je fais dans mon e-shop, c'est pour quelques dizaines d'euros, on peut accéder à une œuvre. Alors, elle n'est pas numérotée, elle n'est pas signée, mais c'est une œuvre Orlinski, dans la boîte Orlinski. Et effectivement, pour 150 euros, on a une sculpture que personne n'aurait pu avoir, qu'il aurait fallu que ça vaille, je sais pas, 5 ou 6 ou 10 fois le prix. Et ça plaît énormément, et ça me rapproche beaucoup de mon public. Et vous êtes ému par vos propres œuvres? Je suis ému, je ne pourrais pas dire ça, mais je peux ressentir du plaisir, du bonheur. Est-ce qu'elles vous parlent? Est-ce que vous avez un dialogue avec vos sculptures? Je crois pas, non. Non. Parce qu'en fait, dans vos sculptures, alors vous avez cet amour pour la nature, cet amour pour les animaux, etc. Mais alors, il y a un constat que j'ai fait, un constat assez donc anthropologique et philosophique. Vous avez la force des animaux. Vous sculptez des animaux, la panthère, le crocodile. À la base, oui. Il y a quand même une force énorme. À la base, oui. Depuis que je suis tout petit, j'étais fasciné par j'aurais adoré la vivre. mesure et la démesure, vous voyez, vous avez ce côté. J'aurais adoré vivre à l'époque des dinosaures. Vous vous rendez compte, ces trucs, ces espèces d'engins, là, ils sont plus forts que des armes qu'on a nous. Enfin, il y avait des animaux qui sont incroyables. Aujourd'hui, c'est incroyable, on voit pas ça. C'est fou, quoi. Ça paraît fou. Mais Richard Orlinski, ma question est la suivante. Est-ce que la force des animaux vous a appris à connaître la fragilité humaine? Alors, c'est la fragilité de l'humanité. Oui, c'est une bonne question. C'est un peu le départ de mon premier concept quand j'ai lancé mon activité artistique avec le Bornois. Je disais que ça se rejoint un peu, parce que je disais, moi, pourquoi je m'étais intéressé beaucoup aux animaux, parce que d'abord, ils obéissent à une loi ou à un cercle plutôt vertueux. Nous, on est plutôt dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, un animal tue pour 95% des cas pour se nourrir, donc pour obéir à une chaîne écologique, etc. Nous, on tue pour n'importe quoi, parce qu'on a fait que de poisson, etc. Donc, moi, mon message, c'était à l'époque de dire
mon concept est de dire aujourd'hui, les animaux étant un être inférieur, non intelligent, etc., finalement, et ben, ils obéissent en tout cas mieux que nous à une échelle, donc ils ne sont pas si bêtes que ça, et que eux, quand il y a une violence qui s'exerce, et ben, finalement peut-être plus de raison que la nôtre. Donc quelque part, prenons l'exemple aussi sur c'était un peu ça l'idée. Moi j'ai fait ce concept au début parce que j'avais un problème pour être au devant de la scène, donc je me cachais derrière un concept. Après j'ai changé, mais en tout cas mon départ, mon début, c'est une question de timidité un petit peu, d'expression, donc je me suis caché pendant un petit moment. Vous aimez voir mais ne pas être vu. Oui, un peu c'était ça. Encore actuellement? Non, ça a changé, j'ai assumé, on grandit, hein, on Mhm. grandit, puis de toute façon, dans la posture que j'occupe, c'est pas possible. Si je veux justement pouvoir transmettre et enseigner, etc., c'est pas possible. Donc c'était pas possible, ça s'est mis au départ, ça a permis de protéger un petit peu, une petite carapace au départ, puis après il a fallu se lancer dans le grand bain, et puis voilà, surtout quand tu montes sur scène, bon, tu peux pas dire que voilà, Choix, t'es oui, devant, c'est ça. je sais pas combien de personnes, tu prends dans la gueule, il faut être là, il faut avoir les reins solides, il faut assurer, il faut maîtriser, on ne va pas se laisser envahir, il faut maîtriser les émotions, l'énergie, etc. Et c'est ça, on ne peut pas le faire si on est... Oui, et alors qu'as-tu appris, enfin pardon, excuse-moi, qu'avez-vous appris sur la fragilité humaine à travers vos œuvres? La fragilité humaine, oui, la fragilité, je sais pas ce que j'ai appris, en tout cas, en fait, j'ai rien appris en réalité, j'ai toujours été conscient de la fragilité humaine. Je suis conscient depuis tout petit, tous ces problèmes dont on a parlé avant, essentialistes sur la finalité, etc., j'en suis conscient depuis tout petit. Moi, j'ai des peurs qui datent à 2 ans, 3 ans, je me rappelle, des crises, ma mère qui me calmait, donc j'ai quand même quelque chose. J'étais très, très mature et très conscient très vite de ce qu'on était. Donc j'ai mûri longuement, donc je pense pas que mes sculptures m'ont appris grand chose. C'était quelque chose qui était déjà en moi depuis longtemps, avec la fragilité, dans la vie au quotidien, hein, dans les échanges, tout à l'heure. Tous nos fragilités. On a tous nos fragilités, exactement. On a tous nos fragilités, puis il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Et je dirais qu'heureusement qu'on a nos fragilités. Oui. C'est ce qui fait la force de C'est l'humanité. ce qui fait la force de l'humanité, effectivement. Sinon, ça serait triste. En parlant des animaux, Aristote a écrit un ouvrage. Alors déjà, il a une grande citation, l'homme est un animal politique, l'homme est un animal qui pense, etc. Mais il a écrit un de ses ouvrages, Les parties des animaux. Et voilà ce qu'il dit, et je le cite, ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est l'être le plus intelligent, mais bien parce qu'il est le plus intelligent qu'il a des mains. Richard Blinsky, vous êtes intelligent, vous avez des mains. Si, vous avez des mains, vous avez sculpté, vous êtes un artiste. C'est pas ce que tout le monde dit, mais certainement c'est. En tout cas, moi je vous le confirme. Pour moi, vous êtes un artiste. Vous imitez la nature, d'une certaine manière, Bien avec sûr. vous imitez. N'avez-vous pas peur de la trahir? Imiter, n'est-ce pas trahir? Non, d'une certaine manière. J'ai pas peur de la trahir parce que moi j'essaie de transcender à ma manière en proposant quelque chose d'alternatif. Transcender, c'est-à-dire dans quel sens? J'en sais rien, typiquement je vais prendre la panthère, on prend des exemples Oui, concrets. voilà. Là, moi je voyais la panthère plutôt comme une femme, donc un côté sensualité, donc évidemment asexuée comme tous mes animaux, avec une certaine élégance, les facettes, le diamant. Voilà, moi je pense un peu les sculptures ou les animaux comme des. Aujourd'hui ça se fait un peu dans certains films de science-fiction, films, etc., où on transforme un peu les choses aussi. Et moi, voilà, soit pour des soucis d'esthétique, soit pour des soucis de férocité, j'exacerbe certaines qualités que j'ai envie de mettre en avant. Mais donc je pense que je ne sers pas une cause particulière, mais j'essaie de faire réfléchir en tout cas sur quelque chose. Typiquement sur la violence, canaliser la violence, parce que la violence animale, elle est peut-être terrible parfois, meurtrière, mais toujours très souvent utilisée à bon escient. Donc ça revient toujours au même mécanisme en réalité. Mais je pense pas avoir détourné ou particulièrement ou non. Je pense c'est une forme, c'est pas la réalité. C'est ça. C'est pas la réalité, c'est une proposition. Voilà. C'est une proposition, mais qui essaie de se rapprocher le plus de la réalité ou de votre imagination. Est-ce que votre imagination, finalement, je prends la réalité et j'essaie de lui faire dire des choses. Les couleurs, typiquement, on n'a jamais vu un crocodile rouge. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'interpellations. C'est éveiller, c'est faire réfléchir le spectateur, faire réfléchir à des choses. Sinon, j'aurais fait un crocodile vert qui ressemble à un crocodile qu'on trouve maintenant, je pense, en vente chez le roi Merlin ou je sais pas où. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire réfléchir, enfin de participer, puisque l'art, je pense que c'est un truc qu'on parle, c'est de l'art participatif. C'est pas quelque chose juste on dit voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et en fait, là c'est intéressant la question que vous m'avez posée, parce que je vais arriver à quelque chose qui est intéressant, c'est que moi, une œuvre,
les personnes vont avoir plusieurs lectures. Et je n'impose pas une lecture. Beaucoup d'artistes vous disent il avait fait ça parce qu'il a pensé que, il a voulu transmettre le machin. Moi, je ne dis rien. J'ai certainement des raisons, parfois j'en parle, des raisons, mais je peux être sur un vernissage, une exposition, ou une exposition à scène ouverte. J'ai plusieurs spectateurs qui sont là, et il y en a qui me disent ah oui, j'ai bien vu ça, et ça, et ça, et ça. Je dis ah oui, c'est vrai. Et l'autre qui va me dire le contraire ou autre chose. Et je leur dis tous qu'ils ont raison parce que tout le monde a raison, puisqu'en réalité, je n'ai pas voulu inculquer ou donner un ordre, ou je sais pas, je suis pas dans une dictature artistique. C'est-à-dire que les gens, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils justement, ils aient leur propre réflexion, et que la première personne ait pensé que j'ai fait ça pour ça, la deuxième pour ça, la troisième pour ça. Ben, pour moi, ça va, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, tout le monde a raison, il n'y a pas de tort et de raison. Mais du moment où tout le monde a raison, ne rentrons-nous pas d'une certaine manière dans un certain relativisme en disant bah, finalement, bon, bah, tout le monde a raison. Non. Et l'art ne perd-il pas sa substance? Non, pas du tout, parce qu'au contraire, moi, grâce à une œuvre d'art, j'arrive à faire réagir les gens, et ils ont chacun leur interprétation par rapport à leur vécu, par rapport à leurs sensations, par rapport à leurs connaissances. Donc j'adapte, en fait, c'est comme si j'avais un ordinateur qui était dans l'œuvre d'art et qui distribuait les informations les unes aux autres. Donc non, au contraire, j'arrive à fédérer autour d'une sculpture, avec peut-être aussi des choses négatives pour certains, hein, je ne sais pas. Juste, en tout cas, je n'impose rien. Après, peut-être beaucoup de personnes vont penser la même chose, et c'est le cas réellement. Après, il y en a, on me sort des trucs, me dit ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais vous avez raison, mais j'y avais pas pensé. Mais donc, moi, l'idée, c'est de susciter l'interrogation, faire participer. Voilà, c'est pas de rester et dire alors il a écrit ça parce qu'il a fait ça, ah super, donc je note dans mon cahier, il a fait ça, et donc du coup, on sait que tel artiste a fait ça pour ça, tel artiste a fait ça pour ça. Bah, moi, non, j'ai pas fait ça pour ça, j'ai fait ça pour le public. L'art est une clé de lecture. Oui, et puis pour le public. Pour le public. Pour le public. Et c'est un don, je donne quelque chose. Alors que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne donnent pas, qui font, qui disent c'est comme ça, voilà comme ça, et prenez comme c'est tel que je vous le donne, et acceptez, il faut l'accepter tel que je vous le donne, et vous n'avez pas le droit à la réflexion, pas le droit à la discussion, c'est comme ça, j'ai dit que c'était comme ça, et c'est beaucoup d'artistes font ça. L'artiste, c'est celui qui donne. Vous savez que je ne vous ai même pas posé la question de savoir pour vous qu'est-ce qu'un artiste. Qui vous définit comme artiste? Parce que vous avez dit finalement. Je veux dire, on est tous artistes. Donc je veux dire, un artiste pour moi, c'est. Oui, mais on est pour ça. Mais qui donne la définition d'un artiste? Personne, un artiste. Aujourd'hui, moi, quelqu'un qui entreprend de faire quelque chose, pour moi, c'est un artiste. Après, c'est un bon artiste, un mauvais artiste, c'est très subjectif tout ça. Hein. Je veux dire, vous savez. L'art est subjectif. C'est très subjectif, bah oui. Comment on peut dire que c'est beau, que c'est pas beau? Qu'est-ce qui fait que c'est beau, que c'est pas beau? Ça reste très personnel. Moi, la différence, comme je l'ai dit au début, c'est que je vais dans mon instinct de séduction, mon instinct d'imagination, arriver à rallier vers moi, tirer la couverture d'un grand nombre de personnes. Donc c'est là où ça va plaire, mais c'est pas pour ça que c'est beau. Même s'il y a 80% de gens qui trouvent ça beau, bah, peut-être que c'est moche. Enfin, moi, j'en sais rien. En tout cas, moi, ma force, comme je l'ai dit au début, je suis pas formidable, je suis pas extraordinaire. Je suis juste un mec banal, normal, qui va être dans une espèce de mouvance, qui va avoir les mêmes goûts que pas mal de gens. C'est tout. Dostoïevski disait que la beauté sauvera le monde. Pouvez-vous donner, Richard Lansky, votre définition de la beauté pour Là, c'est compliqué la beauté. Vous dites que c'est subjectif, ben oui, c'est ça. Mais alors, votre propre définition alors de la beauté? Oui, la propre définition de la beauté, c'est très compliqué. C'est marrant parce que j'étais il n'y a pas longtemps à une masterclass, on parlait de la beauté, alors c'était avec la religion, mais c'était très intéressant, le beau était divin, on dit que le beau était divin, donc c'était intéressant. Je pense que c'est vrai qu'il y a un côté assez particulier. Moi, la beauté, en réalité, ma définition, j'ai du mal à le définir, j'arrive à apprécier, comme je disais, j'étais un esthète, j'aime ce qui est joli et forme, etc. Alors, est-ce que c'est moi c'est difficile parce que est-ce que c'est moi qui ai la bonne définition, c'est compliqué. On parle par exemple de la beauté d'une femme, j'en sais rien, alors c'est sûr qu'une femme qui a des seins bien faits, qui ne fait pas 400 kilos, etc. Mais peut-être que pour certaines, d'ailleurs quand on parle du poids, mais quand on parle des certaines époques où être en poids, c'était une beauté. Pour nous aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors moi, je ne le vois pas comme ça. Je n'arrive pas à imaginer comment effectivement il y a certaines civilisations, il y avait des femmes qui étaient énormes, et c'était quelque part, c'était les plus belles femmes, c'était des femmes qui étaient grosses. Mais je le sais, je l'ai appris. Mais en tout cas, voilà. Donc je pense que c'est vraiment très personnel la beauté. La beauté pour vous, c'est personnel. Freud, l'interview va bientôt s'achever, mais 2 dernières questions. Freud affirme que l'art est sublimation, cette esthétisation des pulsions. Il dit que créer permet de se débarrasser du refoulé. Êtes-vous d'accord avec cette définition? Quand vous créez vos œuvres, est-ce que finalement, c'est une esthétisation des pulsions? Vous essayez, je dirais, de faire quelque chose, d'incarner quelque chose,
finalement de vous épanouir à travers l'art, ou de vous accomplir. Êtes-vous épanoui ou accompli? Alors, on revient encore à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure par rapport effectivement au bonheur, l'accomplissement et de vivre le présent. Donc, oui, je ne suis pas accompli, mais parce que j'accomplis beaucoup de choses. Mais le jour où j'arriverai, si un jour j'y arrive à vivre vraiment le présent tout le temps, là je pense que je serai accompli. L'accomplissement, c'est ça pour moi. Le bonheur ultime, le succès ultime, c'est de pouvoir être vraiment dans le présent tout le temps et d'apprécier chaque moment, chaque seconde de la vie. Je crois que ça, ça, c'est la réussite pour moi. Donc, ça, c'est pour l'accomplissement. Et pour Freud? Et pour Freud, Sigmund, mon ami, qu'est-ce qu'il t'a dit comme connerie encore? Ouais, je sais pas, est-ce que c'est un accomplissement? Je pense pas, enfin je réfléchis pas à tout ça, moi je suis dans une espèce de processus créatif, instinctif, je suis beaucoup dans l'instinct, moi je suis beaucoup dans les feelings, comme dans la musique, on Oui, c'est crée, ça. on reçoit des ondes, des vibes en anglais, mais on vit avec ça, les énergies. Moi, je pense beaucoup au croisement d'énergie, c'est parce que sa définition est très solitaire, je trouve, finalement. Moi, je vis beaucoup avec, dans un monde, si on descend en bas, j'ai un studio de musique, où il y a des chanteurs qui viennent, des gens pas du sport, mais Teddy Riner vient souvent. Enfin, on a toujours un essai d'échange et toutes ces énergies se croisent et mélangent et donnent beaucoup en fait, de ciment à une certaine création. Donc, moi j'ai une notion très, très collective de la création. Et là, dans ce que dit Freud, c'est très, très personnel. Oui, c'est pas. Voilà, c'est assez différent de ma façon de voir les choses. Richard Orlinski, ma dernière question est la suivante. Beaucoup de personnes, de personnalités vous admirent vraiment pour tout ce que vous faites, pour votre parcours assez atypique de démocratiser l'art. Quel message aujourd'hui pouvez-vous adresser à la jeunesse qui vous regarde? Surtout, qui plus est en cette période difficile. Alors, c'est des messages que vous avez dû, que j'ai un peu laissés dans mon livre, dont on parlait tout à l'heure. Déjà, c'est qu'il faut croire en soi, c'est déjà extrêmement important. Que il faut en tout cas se donner les moyens de ses ambitions, c'est très important aussi, et savoir pouvoir changer à un moment comme j'ai pu changer aussi de mode de vie. Dans le moment où on vit, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont être dans l'anticipation, il ne faut pas attendre que ça se passe. Parce que quand on attend que ça se passe, ben on fait rien. Mais il faut justement, au contraire, dans ces périodes difficiles, être encore plus dans la création, encore être dans un processus créatif ou d'entreprendre des choses. Je pense que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour entreprendre, pour créer, pour faire encore plus que dans les autres moments. Parce qu'il y a une espèce d'accalmie mondiale avec cette pandémie qui est quand même un vrai dramatique. Mais je pense que ceux qui vont s'en sortir aujourd'hui, c'est ceux qui vont se réinventer, réfléchir à. Aujourd'hui, je pense que tout va changer. Cette pandémie nous montre quelque chose, nous indique quelque chose. Et pas pour rien. Je pense que dans l'humanité, c'est un phénomène qui est très rare. Je crois que c'est le premier phénomène à ce niveau-là. Pas parce que la maladie est plus grave, mais tout simplement que grâce aux échanges et grâce aux échanges de population, ça se répand beaucoup plus facilement. Il y a eu des virus beaucoup plus graves, mais celui-là devient grave parce qu'il est mondial. Même pendant une guerre, même des guerres mondiales, il n'y a pas eu autant de choses qui étaient complètement arrêtées. Donc c'est quand on vit quelque chose de particulier. Et je pense que tout va être très différent à la sortie de cette crise, qui n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais on va avoir consommé différemment, on va réfléchir différemment. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut pour les jeunes, parce qu'on parle des jeunes, c'est savoir se réinventer, créer, réfléchir, justement se dire, c'est quoi le monde de demain? Et je pense que les réponses, elles vont venir, on les a les réponses, on les a tous en nous les réponses, seulement on n'arrive pas à les écouter. Et donc les gens sont des conseillers, c'est très important d'écouter ce que disent les gens, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le final cut, c'est nous qui l'avons. Et on a toujours une petite voix qui nous dit, tout le monde sait ce qu'il a au fond. Et ça, c'est l'heure de conseil, ça va se remettre en question, c'est très important. Beaucoup de gens ne se remettent pas en question. Oh, regarde, c'est la faute de lui, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de lui, mais c'est la faute de toi. C'est toi, le premier fautif, c'est toi. Quand tu as compris que le premier fautif, c'est toi, tu gagnes des années-lumière. Donc, moi, c'est un discours que je tiens depuis que je suis tout petit, même à des amis ou des gens. Si, au lieu de dire chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, dire c'est la faute d'un tel, déjà, quoi qu'il arrive de base, le concept de dire tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Même si c'est pas forcément vrai, mais au moins, à part la maladie, évidemment, tu peux pas anticiper, mais à part la maladie, tout le reste, et si tu pars de ce principe-là, tu seras beaucoup mieux déjà. Tu n'en voudras à personne et tu avanceras. Même si parfois, effectivement, tu peux être victime de choses, ça arrive. Mais en tout cas, dans toutes les choses qu'on est victime, en tout cas, on a toujours un moment où on peut anticiper. Si on réfléchit bien, on se laisse souvent embarquer dans des trucs, sachant même au fond qu'il y a des choses pas bonnes à l'arrivée. Donc je crois qu'il faut surtout savoir se remettre en question, c'est le plus important. Se remettre en question. Moi, chaque jour, je me remets en question, chaque fois je me lève. Donc ça veut dire que j'ai tout compris, je suis le meilleur. J'apprends tous les jours. C'est ça ma force, c'est que tous les jours, il y a un nouveau truc, j'apprends, que j'écoute.
faut prendre à droite à gauche, il faut être très réceptif, très à l'écoute de ce qui se passe et savoir avoir le final cut soi-même. Parce qu'on a un petit voile, on n'a pas besoin des autres pour savoir ce qu'on doit faire. Ça, On peut les écouter, ça peut être des conseils, et puis on prend ou on prend pas. Mais ça, c'est nous qui devons choisir. On doit être maître de notre destin, c'est important, et pas être dépendant de Pierre-Paul Jacques. Voilà. Merci Richard Linsky Avec de plaisir. ces mots que vous venez de nous offrir. Merci d'avoir permis de nous avoir offert ces quelques minutes d'interview. Merci pour la belle personne que vous êtes. Et je terminerai par Bernard Werber qui dit, je le cite, « Un véritable artiste est un artiste qui touche tout le monde ». Je crois que par votre entreprise de démocratiser l'art, vous êtes complètement, vous incarnez cette On phrase. essaye. En tout cas, vous essayez. Merci infiniment Avec de plaisir. nous avoir reçus. Et Avec bonne plaisir. continuation à vous. Merci. Continuez à nous Merci. faire voyager et rêver. Merci beaucoup. Merci Richard.